permettez. Oui. Sur chacun, comment dire, pour chacun des chapitres, dans l'exergue, vous avez choisi de citer les évangiles. Vous avez choisi de citer Matthieu, vous avez choisi de citer Jean, et puis vous avez choisi pour le premier chapitre, je crois, de citer des versets de la Genèse. Et en premier, pour le texte d'introduction, vous avez cité Bulgakov, je crois. Voilà. Donc, il y a quand même un rapport entre les quatre. En première question, pourquoi avoir choisi parmi les évangiles, parce qu'il y en a bien d'autres, il n'y a pas que les synoptiques plus celui de Jean, il y en a bien d'autres encore, pourquoi avoir choisi deux parmi les synoptiques et puis ensuite celui de Jean? Ça c'est la première question. Deuxième question, par rapport toujours à ces trois citations, pourquoi ne pas les avoir cités? Pourquoi avoir donné uniquement le numéro du chapitre et le numéro du verset? Je sais qu'ensuite à l'intérieur, vous les intégrez, on retrouve les versets que vous citez, je veux dire, en exergue. Mais pourquoi avoir choisi de ne pas les citer en exergue et de les mettre ensuite à l'intérieur de chacun des chapitres? Bon, ça c'est pour ce qui est donc des différentes exergues. Ensuite, pourquoi cette photo? Pourquoi cette photographie sur la page, alors, sur la page des titres? Il va répondre d'abord à la première question, pardon, et puis après à la seconde. Allez, comme ça, Jérôme. Ces phrases que tu... Alors, mon propos, c'était d'arriver à trouver quelque chose qui m'éloigne d'un roman historique. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu traiter explicitement le face-à-face entre le capitaine de Gors et Tahar, comme le face-à-face entre Pilate et le Christ, mais chez Bulgakov, dans la version qu'on donne Bulgakov dans le Maître et Marguerite. Ça, c'était un projet fondamental et un projet fondamental du roman pour me faire échapper au cadre du roman historique. Ensuite, une fois que j'ai eu ça, comme mon personnage était chrétien et que je voulait qu'il soit incapable de produire des paroles tout seul, il remplace ses prières anciennes par le fait qu'il feuillette la Bible et qu'il y trouve des exergues. Et j'ai voulu aussi faire en sorte que toute la journée écoulée soit placée en quelque sorte sous l'autorité, même pour lui, pour le personnage, hein, sous l'autorité et sous le sens caché de la citation qu'il trouve le soir par hasard, mais que lui trouve par hasard, mais que moi j'ai pas évidemment trouvé par hasard. De tous les évangiles, c'est celui de Jean mon préféré, mais c'est pourtant Matthieu que j'ai utilisé deux fois. C'est parce que ça correspondait à ce que j'avais besoin de trouver pour ça. Alors, la deuxième chose de la question technique, c'était pourquoi simplement les références. Alors ça, on m'a posé plein de fois cette question, en fait. Et en fait, la réponse n'est pas très profonde. Hein. Donc je sens que je vais vous décevoir, mais donc j'écris mon roman, il y avait simplement marqué premier jour, deuxième jour, troisième jour, et puis après je vois bien que la citation de la Bible arrive toujours à la fin et que justement elle donne son sens à la journée. Alors je me suis dit, ben, tu vas rajouter les références. Et j'ai mis que les références, mais parce que l'idée ne m'est pas venue de faire autrement. Et que je voulais certainement pas remettre les citations. Et Claro notamment, il trouvait que c'était vicieux. Parce que lui, qui est un lecteur très, consciencieux, il n'a pas attendu de lire le texte, il a vu le Genèse 1.4, paf, il était là à regarder voir ce que c'était sans... Mais non, parce qu'il y a les références complètes. J'ai pas poussé le vice jusqu'à marquer Genèse, point. Laisser les gens dans le... Donc voilà, ça a été rajouté dans le dernier état du manuscrit, et j'ai décidé qu'il fallait que ça se voit que la journée était placée sous l'autorité du passage référencé. Et comme il était dans le texte, je ne l'ai pas rajouté. Pour la photo, je ne décide pas de mes couvertures, mais on me demande mon avis. Tout le problème pour faire une couverture, c'est comme ça que fait Actes Sud, il cherche quelque chose qui ne soit pas illustratif. Et qui donc ait un rapport avec le contenu, mais qui ne soit pas, je ne sais pas moi, la tête du capitaine de Gors ou de Tahar. Et dans le roman, comme il y a un motif qui revient souvent, c'est celui d'une mariée qui est égorgée par un groupe du GIA dans le sud algérien.
eh bien, la graphiste d'Actes Sud m'a proposé cette photo que j'ai trouvée magnifique, et en fait, et elle est très bien parce qu'elle est ambiguë, parce qu'en fait, c'est une jeune mariée kabyle. Et ça se voit pas beaucoup, parce que c'est une très très jeune fille, et qu'elle n'est pas vêtue comme une mariée d'après nos codes. Mais c'est à ça que ça rentre. On peut encore poser après. Oui, oui. La pensée du titre, alors. Où j'ai laissé mon âme. Moi, où j'ai laissé mon âme, ça me paraît une phrase incomplète. Ça me paraît un morceau de phrase. C'est ouvert. J'aurais bien aimé, enfin j'aurais bien aimé, non. J'aurais vu la phrase, enfin j'aurais vu le titre avec trois points de suspension pour commencer et la laisser telle quelle, ou alors avec un point d'interrogation à la fin. Mais je suppose. J'écoute vos suggestions avec beaucoup de sympathie, mais le point d'interrogation, essayez d'y réfléchir sérieusement. Où j'ai laissé mon âme? Mais je sais qu'il y a quand même une intention. Vous disiez où est-ce que vous avez trouvé cette phrase? Alors, là aussi, figurez-vous que manifestement, vous ne devez pas être le seul. Il y a beaucoup de journalistes qui doivent penser ça parce que certains n'ont pas hésité à compléter le titre. Là où j'ai laissé mon âme. Et à appeler le roman Là où j'ai laissé mon âme parce que ça devait leur faire. Très souvent. Mais le roman s'appelle Où j'ai laissé mon âme. Et parce que c'était la formulation qui me paraissait à moi. Bon, j'ai pu avoir Patava, ça ne peut plus revenir de On pourrait mettre un sticker avec le point d'interrogation. en cours d'évolution. Et l'origine du titre, c'est tout simplement l'officier parachutiste qui a arrêté l'armée Menbidi qui dit dans le documentaire de Patrick Krotman à l'issue de son entretien: je ne crois pas avoir perdu mon honneur en Algérie, mettons que j'y ai laissé une partie de mon âme. Voilà. Mais dans le même sens, il y a à un moment donné une lettre incomplète que reçoit le capitaine de sa mère, de son époux, de Jeanne Marie. Et vous donnez donc cette lettre, vous donnez in extenso cette lettre, mais il y a une partie qui manque. Je voudrais savoir quelle est cette partie qui manque, si vous y avez pensé, parce que vous n'avez donné qu'une partie de la phrase en quelque sorte. C'est pour voir si on Il va nous falloir. Chez vous, vous avez pensé, puisque la période du Sud, donc vous avez commencé à... J'ai... je suis vraiment, c'est vraiment sincèrement content de vos questions parce que ça prouve qu'il y a une illusion romanesque qui marche, mais en fait le roman il est là entièrement. J'étais pas du tout ironique dans ce que je disais, j'en suis vraiment content. Mais donc la lettre, je sais, elle n'existait pas, c'est pas une lettre. Et donc j'y ai même pas pensé. Moi je voulais que la lettre soit coupée parce qu'il l'avait déchirée et je me suis pas dit bon je vais quand même écrire le morceau qui sera pas publié. Mais c'est bien, c'est la force justement du roman, de la fiction. C'est que quelqu'un va même, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va écrire la fin des lettres qui n'ont jamais été finies dans les romans. Ça peut être intéressant. La force du roman, alors pourquoi mettre roman sur la page de titre? Parce que c'est un roman. On va pas refaire Borges, là, c'est fiction. C'est un peu quand on se demande en lisant, on perd un personnage pendant 2 jours, on se demande mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce mission? Alors la réponse c'est rien. C'est pas quelqu'un qu'on peut croiser dans l'escalier avec qui on va discuter et qui a une vie en dehors des lignes dans lesquelles il a... Dans l'intervention précédente, il y a, à mon avis, une petite erreur. La guerre d'Indochine ne s'est pas terminée en 1957, c'est terminé en 1954. 57? Oui, je suis très au courant parce que je suis rentré à l'armée en 1954. C'était à l'époque où on rentrait pour 18 mois, j'en ai fait 30, dont un an de prison parce que j'étais antimilitariste. Je suis bien placé pour vous donner les dates. Oui, c'est 54. Je n'ai pas dit que c'était la fin de la guerre, hein. C'est la période pour laquelle ils se sont connus. Ah, pardon. J'ai cru comprendre. Excusez-moi. En fait, ils se connaissent, ils se rencontrent en 54 à Dien Bien Phu. Ben, en 1954, se terminait, c'était Dien Bien Phu, c'était septembre. Mais ça se terminait. Dien Bien Phu s'est terminé en mai 57.
le camp retranché est Le tombé. camp retranché. Le camp est tombé en mai 57. Ils ont libéré les prisonniers français en septembre. Et en 54 a démarré la guerre d'Algérie. C'est quelque chose qui te passionnait avant d'écrire ce livre, cette période de l'histoire, ou tu as fait des recherches? J'ai pas fait beaucoup de recherches historiques, non, parce que je sais pas, parce que c'est pas un roman, Oui, historique. mais quand même. Je me suis, je sais pas, pour vous expliquer comment, j'ai plus travaillé un peu sur, pour savoir comment ça s'était passé à Dien Bien Phu, mais j'ai aussi travaillé avec des critères esthétiques. Par exemple, je sais que toutes les collines portaient des noms de femmes, et voilà, j'ai lu la supposition que c'était peut-être le colonel de Castres qui avait donné aux collines le nom de ses maîtresses. Et voilà, la supposition m'a paru tellement poétique que je l'ai adoptée sans aller faire de recherche pour savoir si c'était vrai, si c'était vrai ou pas, hein, par exemple. Et puis essayer de pas... ça c'est un peu difficile à expliquer, mais il y a des choses pour lesquelles c'est pas très important que ce soit pas exact, et puis d'autres oui. Voilà. Donc, si vous voulez parfois lire un peu ce que des lecteurs ont pu éprouver en lisant les livres de Jérôme, je sais qu'il y a une étude que je juge très bonne de Dans le secret sur le site, sur Musa Nostra, que nous devons à Bénédicte. Ivan, il y a une vidéo à Île-Rousse, elle a présenté Où je laissais mon âme. Ivan a aussi, et Bénédicte, elles se sont à plusieurs reprises livrées à des billets très intéressants, où, par exemple dans un billet où on parle du tragique et du lien qu'on peut établir entre l'œuvre de Camus et l'œuvre de Jérôme Ferrare. Enfin, il y a diverses choses. Il y a notamment des extraits et papier, tu n'en avais pas envoyé, hein, je ne veux pas dire. non. La dernière fois. Donc, du dernier café littéraire auquel Jérôme avait participé et où il avait présenté Murtorio. Il m'avait fait découvrir, parce que la plupart d'entre nous, on connaissait que de nom, Marco Biancarigno, oui, de loin, et puis tout d'un coup, là, on s'est mis à découvrir cet auteur que depuis on a reçu, et avec grand plaisir. Donc vous pouvez consulter, et je pense que là ça va s'enrichir encore donc, de ces nouveaux billets. Et moi j'ai une petite chose, ça va être dur pour lui, peut-être un peu gênant et tout, que je voudrais introduire à présent, c'est que avec Ange qui a rappelé, Bénédicte aussi, et Ivan aussi, ses références aux textes sacrés, aux textes religieux, c'est Pierre-Louis qui ce soir avait décidé de nous présenter son rapport particulier de lecteur à ce qui pour lui est le livre qui lui a donné envie de lire, la Bible. Alors Pierre-Louis, tu veux passer par là? Non, je ne passerai pas par là. Bon, alors.